Elle était stérile. C'est ce qu'ils disaient tous. Moquée. Rejetée. Enterrée vivante dans les murmures de la honte. Erbatte dans un coquillage venu d'un autre monde. Ce que la sirène lui a montré, a bouleversé le destin de toute une lignée. Et ce que son propre père a caché, pourrait détruire deux mondes. Cette histoire, n'est pas un conte. C'est une vérité. Le soleil se couchait lentement sur la ville de Nkokonib, oasis luxuriante bâtie à flanc de collines. Dans ce havre africain de verre et d'or, où les hôtels 5 étoiles frôlaient les marchés d'art ancestral, Adama Nzeok avançait avec la grâce d'une lionne blessée. Tout en elle respirait l'assurance. Pourtant, sous son enkara soyeux et son maquillage de velours, brûlait une colère froide que même les néons ne pouvaient effacer. Elle venait de sortir du salon, divine élégance, un temple capillaire fréquenté par les femmes d'influence. Pourtant, ce soir, même ses cheveux sculptés n'étaient pas assez brillants pour détourner le regard des murmures. La stérile, disait-elle. Elle entendit ce mot siffler derrière elle comme une dague. Elle se retourna. Rien qu'un rire étouffé, des talons fuyants. Kiklomo, sa belle-sœur, avait parlé. Encore. Ce n'était pas nouveau. Depuis 3 ans, le ventre vide d'Adama était devenu le sujet favori des salons, des dîners de famille, et même des soirées mondaines. Mais ce soir, quelque chose changeait. Une lettre pliée dans sa main tremblante en était la preuve. Ce matin-là, dans sa boîte en ivoire incrustée, elle avait trouvé une enveloppe noire sans nom, scellée d'un symbole étrange, une sirène aux yeux humains. Elle avait failli la jeter. Mais une intuition profonde, viscérale, l'avait poussée à lire les mots tremblés écrits à l'encre dorée. Ta stérilité n'est pas une malédiction. C'est une dette. Si tu veux briser le pacte, viens seul à l'étang de Nzassi. À minuit. Un lieu oublié. Un nom effacé depuis des générations. Nzassi. Là où, disait-on, les femmes allaient pleurer en secret. Là où les sirènes écoutaient. Adama hésita encore à y croire. Une dette? Quel pacte? Elle pensait que l'infertilité était un mal biologique. Un caprice cruel de la nature. Mais la lettre l'avait secouée. Et maintenant que Kiklomo l'avait humiliée devant tout le monde, elle n'avait plus peur. Plus rien à perdre. Son mari, Ikena, l'aimait encore, elle en était presque sûre, mais même lui n'avait plus la force de la défendre. Elle rentra chez elle à travers les rues dorées, bourdonnant de jazz et d'arômes d'épices. La maison, vaste comme un hôtel, l'accueillit dans un silence glacial. Ikena n'était pas là. Encore au club? Chez sa mère? Avec une autre? Les questions valsaient, mais elle les chassa d'un revers mental. Ce soir, elle avait rendez-vous avec quelque chose de plus ancien que le mariage. Plus profond que l'amour. Une vérité. À 23h56, vêtue d'un simple pagne noir et d'un foulard noué bas, elle s'engagea dans le sentier vers l'étang, une lampe à huile en main. Plus elle avançait, plus l'air devenait épais. Les cigales se turent. Les palmiers frissonnèrent. Et dans le reflet de l'eau, une forme ondula. Une silhouette de femme, mais sans bouche. Puis, dans un éclat lumineux irréel, la forme prit voix. La voix d'Adama elle-même. Tu veux enfanter? Donne-moi ce que ta mère m'a volé. Adama chancela. Ma mère est morte à ma naissance. Mais la silhouette ria. C'est exactement là que tout a commencé. Un cri jaillit de la gorge d'Adama. L'eau devint écarlate. La lumière s'éteignit. Et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était allongée dans son lit, au petit matin. Et dans sa main droite, un coquillage ruisselant, battait comme un cœur. Le matin s'était levé sur Nkokonib, lumineux et éclatant, comme pour nier l'existence même de la nuit passée. Mais Adama, recroquevillée sous les draps de lin ivoire, n'avait pas dormi. Le coquillage était là, posé sur sa commode, vivant. Chaque minute, il battait. Un rythme lent, mais parfaitement audible, comme un cœur dans une cage de nacre. Elle le toucha du bout des doigts. Il réagit. Une fine traînée d'eau salée perla sur le bois verni. Elle recula. « Qu'est-ce que tu es » murmura-t-elle, presque sans y croire. Une envie folle de tout oublier l'effleura. D'aller au spa. De feindre un rhume.
de jouer à l'épouse modèle. Mais quelque chose de plus profond que la peur s'était réveillé en elle. Un appel. Ce fut en dépliant le journal du matin que le premier choc survint. En une, effondrement mystérieux près de l'étang de Nzassi, sol fracturé, cratère rougeâtre, aucun survivant visible. Survivant? Mais il n'y avait personne à part elle. Elle relut. Aucun survivant visible. Le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Tu ne devrais pas le garder dans la maison, » dit une voix rauque. « Qui êtes-vous ? Ce cœur ne t'appartient pas. Il bat pour autre chose. » Puis, un clic. Silence. Elle appela, mais le numéro était déjà désactivé. Son regard dériva vers la photo de mariage encadrée. Elle et Ikenna, souriant sous le ciel clair de Calabar. C'était avant les soupçons. Avant la froideur. Avant que le mot « sorcière » ne soit glissé dans son dos par les cousines jalouses. Elle avait tout supporté. Mais ce matin, elle se sentit traquée. Elle sortit. Le coquillage dans son sac. Direction, la maison de sa tante Mama Odé, gardienne des légendes familiales. Celle que tout le monde craignait, mais à qui tous venaient demander conseil quand les rêves devenaient trop lourds. Mama Odé vivait à la lisière de la ville, dans une bâtisse en bois sculpté que le temps avait patiné. Quand Adama entra, un oiseau noir s'envola de l'ombre. « Je t'attendais, » dit la vieille femme sans se retourner. « Tu sais quelque chose. Tu portes le tambour du pacte. » Adama sortit le coquillage. Mama Odé blêmit. « Tu n'aurais jamais dû toucher ça. On m'a dit que ma mère. Ta mère a volé un enfant à la mer. Je suis fille unique. » Mais Mama Odé secoua la tête. Elle saisit un vieux coffret et l'ouvrit. À l'intérieur, une photo fanée d'une femme enceinte. Et sur l'arrière, n'est qu'à 6 mois. Le cœur est rendu, la dette commence. Ta mère avait fait un vœu interdit. Elle voulait une fille parfaite. La sirène lui en a donné une. Toi. Alors je ne suis pas humaine ? Mama Odé la fixa intensément. Tu es plus humaine que ceux qui t'ont jugée. Mais tu es liée. Et ce cœur-là, ce n'est pas le tien. C'est celui de l'enfant volé. Adama sentit l'air se retirer de la pièce. Elle recula. Elle voulait crier. Mais le sol vibra. Le coquillage éclata en deux. De l'eau jaillit. Et au milieu du salon, les pieds trempés dans la marée venue de nulle part, se tenait une fillette d'environ 7 ans. Cheveux tressés d'algues. Yeux sans pupilles. Elle souriait. « Maman » dit-elle. Et s'effondra en larmes dans les bras d'Adama. Le parquet de la maison de Mama Odé était trempé, mais aucun tuyau ne fuyait. L'eau stagnait comme si l'océan lui-même s'était invité dans le salon. Adama serrait la fillette contre elle, mais son corps était froid. Pas glacé, non, salin, presque fluide. Comme si elle n'était pas faite de chair, mais de mémoire liquide. « Comment t'appelles-tu » murmura-t-elle. La petite leva vers elle des yeux translucides. « On m'appelait Neya, avant qu'on m'arrache. » Derrière elle, Mama Odé était restée figée. Une larme roulait sur sa joue ridée. Adama, souffla-t-elle, elle n'est pas seulement la fille du pacte. Elle est le pacte. Un coup de tonnerre éclata, secouant les murs. À travers les vitres, un ciel bleu la veille devenait soudain livide, zébré de nuages noirs en spirale. La petite fille se leva, les pieds nus trempant dans l'eau, mais sans laisser de traces. Elle regarda autour d'elle, les narines frémissantes. Ils viennent. Ils sentent que je suis revenue. Qui ? Demanda Adama, la gorge sèche. Les gardiens d'écume. Ils veulent me ramener. Car je ne devais jamais revenir ici. Mama Odé ouvrit brutalement une armoire dissimulée derrière un rideau. À l'intérieur, des dizaines de talismans, d'amulettes, de coquillages gravés. Elle en choisit un en forme de spirale et le colla contre le front de Neya. L'enfant frémit, hurla, mais resta là. Je lui ai donné un abri provisoire, dit Mama Odé. Mais dès que la lune changera, elle sera vulnérable. Adama comprenait. Trop de vérité, trop vite. Elle, la stérile, était la mère d'un être né de pacte, mort sans naître,
revenu par la colère d'un coquillage. Puis, un bruit sec. Un flash d'appareil photo. Elles se retournèrent. Quelqu'un se tenait dehors, dans les herbes hautes, appareil en main. « Ne bougez pas !» cria Adama. Elle sortit, pieds nus, coursant la silhouette masquée. Trop tard. L'inconnu sauta dans une voiture noire sans plaque et disparut dans un nuage de poussière. Quand elle revint, haletante, Neya dessinait sur le sol mouillé, avec son doigt. Des spirales. Des yeux. Des signes anciens. Ils savent maintenant où je suis, chuchota T.L. La prochaine fois, ils n'enverront pas un homme. Ils enverront l'eau elle-même. Un sifflement surmonta de la cuisine. Le robinet gouttait. Mais chaque goutte retentissait comme un tambour. Puis, le robinet se tourna tout seul. L'eau jaillit, noire comme l'encre. Mama Odé tendit une bourse en cuir à Adama. Pars. Maintenant. Va dans la vieille villa de ton père à Ogoudou. Protège-la. Protège-toi. Ne te retourne jamais. Et toi? Moi, j'ai fait ma part. Je suis resté trop longtemps dans ce monde. Je n'ai plus peur de ce qu'ils m'enverront. Adama prit Neya dans ses bras. Son cœur battait vite. Pas de peur. D'instinct. Sur la route vers Ogoudou, la radio grésilla sans explication. Un flash spécial. Des témoins affirment avoir vu une enfant sans ombre marcher sur les toits du quartier diplomatique. Des tensions mystiques secouent la ville. Les autorités parlent d'hallucinations collectives. Neya chuchota. Il me cherche déjà dans les rêves des autres. Et au loin, derrière elle, la mer, que l'on ne voyait normalement jamais depuis les terres, grondait. Elle avançait. La route vers Ogoudou, habituellement bordée de flamboyants rouges-feux et de vendeurs de noix de cola, semblait ce jour-là appartenir à un autre monde. Les arbres eux-mêmes se taisaient. Pas un chant d'oiseau. Même le vent retenait son souffle. Adama accéléra. La vieille 4x4 familiale bondissait sur les nids de poules, Neya somnolent sur la banquette arrière, sa petite main serrant le talisman collé à son front. Le portail rouillé de la villa s'ouvrit dans un grincement grave. La demeure semblait abandonnée, mais le verrou céda au premier contact. À l'intérieur, la poussière s'accrochait aux souvenirs, un vieux fauteuil colonial, un portrait fané du père d'Adama, et une bibliothèque. Immense. Sombre. Neya se réveilla soudainement. Ses yeux brillèrent. C'est ici. Le cœur est enterré ici. Quel cœur? Celui qui n'a jamais battu. Celui qu'on a dû remplacer pour que je revive. Avant qu'Adama ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'étage. Elle monta lentement, le plancher grinçant sous ses pas. Dans l'ancienne chambre de son père, un coffre-fort était entrouvert. À l'intérieur, un carnet en cuir noir, avec une serrure de sang séché. Sur la couverture, un nom gravé à la main. Zakinzeok, son père. Elle ouvrit. Des notes griffonnées, des formules, des prières en langue oubliée. Et, glissé entre deux pages, un billet d'hôpital daté de 1991, l'année de sa naissance, mais adressé à un autre nom, fœtus anonyme rejet maternel, état comateux, transféré aux soins spirituels. Elle chancela. Je n'étais pas la seule. En bas, Neya hurlait. Adama dévala les marches. L'eau coulait de tous les robinets, les murs suintaient, et la voix d'un homme rauque, sifflante, résonnait dans toute la maison. Zaki a trahi le pacte. Tu portes sa dette. L'enfant ne doit pas toucher terre. Adama saisit Neya et s'enfuit par la porte arrière, courant jusqu'au petit sanctuaire familial derrière le jardin. C'est là que le sol se mit à trembler. De la terre, deux bras liquides jaillirent, comme faits de boue vivante, et attrapèrent Neya par les chevilles. Elle cria, mais Adama planta ses doigts dans le sol, tirant de toutes ses forces. Un hurlement animal résonna, et la chose relâcha prise. La terre referma sa bouche. Le silence revint, poisseux. Mama Odé apparut. Sortit de nulle part. Le visage couvert de cendres, un chapelet de dents de hyène autour du cou. Je n'ai plus de temps, dit-elle. Écoute-moi bien, ton père n'a pas voulu une fille. Il a demandé un fils capable de porter sa lignée mystique.
Mais la mère lui a donné une fille. Toi. Alors il a triché. Il m'a volé la vie de mon frère. Non. Il l'a transférée. En toi. Adama recula. Neya levait les yeux vers elle, impassible. Alors je suis un mélange? Tu es un nœud. Une porte. Et maintenant que Neya est revenue, le pacte est instable. Quelqu'un devra être offert pour restaurer l'équilibre. Non. Je ne sacrifierai personne. Mama Odé se pencha, les yeux brûlants. Alors tu devras faire ce que personne avant toi n'a osé, rompre le pacte ancestral par l'eau elle-même. Soudain, une explosion retentit dans la maison. Des hommes en tenue noire, armés, masqués. Ikena était avec eux. Il pointa Adama du doigt. Remettez l'enfant. Elle est responsable de tout. Elle m'a jeté un sort. Elle m'a fait croire que je l'aimais. Le regard d'Adama se brisa net. Tu savais? Depuis toujours, dit-il froidement. Tu étais le fruit du mensonge de ton père. Et moi, je n'ai jamais pu t'aimer. Même si j'ai essayé. Alors Neya s'interposa. Elle n'a pas besoin de ton amour. Et dans un fracas de pluie tombée sans ciel, elle se transforma. Une aura d'écume bleue entoura son corps. Des écailles brillèrent sur ses bras. Ses pieds devinrent liquides. Et l'eau, venue de nulle part, s'éleva. Les hommes reculèrent. Et Ikena, figé, vit son reflet dans le regard de la sirène, puis s'effondra, inerte. Neya tomba à genoux, épuisée. Adama la prit dans ses bras. Je ne te laisserai plus partir. Même si c'est moi qu'ils viennent chercher. Le corps d'Ikena gisait au sol, son visage figé dans un mélange d'effroi et d'incompréhension. Aucun sang. Aucun cri. Comme si l'eau en lui avait simplement cessé de répondre. Autour de lui, les hommes masqués s'étaient éparpillés, pris de panique. Certains glissèrent, d'autres tombèrent à genoux, leurs armes tremblantes dans leurs mains moites. L'un d'eux retira son masque, révélant un visage familier à Adama. Chinedu, le cousin de son père. Celui que tout le monde croyait exilé à Douala. Mais il était là. Et dans ses yeux se lisait une peur plus ancienne que la haine. Tu n'aurais jamais dû toucher à ce qui était scellé, murmura-t-il. Tu as rouvert le fleuve. Mama Odé se tenait droite, les bras croisés sur sa poitrine. Neya, toujours à genoux, semblait vidée de toute force. Elle ne pleurait pas. Elle écoutait. Un grondement sourd fit vibrer les vitres de la maison. Le sol s'humidifia. Des perles d'eau suintaient des murs. Puis une voix se leva. Grave, résonnante, irréelle. L'enfant a été rappelé, contre le serment. La dette doit être tranchée devant les eaux. Avant qu'Adama ne puisse comprendre, le sol sous ses pieds céda. Elle tomba, chute sans fin, entraînée dans une spirale de lumière bleue et noire. L'eau l'avalait. Puis, elle ouvrit les yeux. Elle était sous l'eau. Mais elle respirait. Autour d'elle, un amphithéâtre de coquillages géants, de coraux luminescents, de créatures aux yeux d'argile. Au centre, un trône de nacre sur lequel siégeait une entité immense, ni homme, ni femme, au visage masqué d'un miroir d'eau. Le juge d'écume. Neya se tenait à côté d'elle, soudain adulte. Ses traits étaient les siens, mais déformés par la tristesse des profondeurs. Bienvenue au tribunal des eaux profondes, dit-elle. Ici, l'âme et le sang parlent. Le juge leva une main. Un cercle à queue s'ouvrit. À l'intérieur, les souvenirs d'Adama s'affichèrent, sa naissance dans une chambre silencieuse, sa mère hurlant un nom interdit, un fœtus jumeau recouvert de sel, et Zaki, son père, échangeant une fiole d'eau contre un parchemin ensanglanté. L'enfant vivra, mais seul. Et l'ombre de son frère la suivra jusqu'à ce que l'équilibre soit réparé. Adama tomba à genoux. Alors c'est vrai. Mon existence est une dette. Le juge parla. La dette ne vient pas de la vie, mais du mensonge. Le sang a été volé, pas donné. Pour réparer, il faut offrir ce qui n'a jamais été reconnu. Je suis prête, souffla-t-elle. Prenez ma vie. Le tribunal gronda. Les silhouettes murmurèrent. Puis Neya parla. Non.
Elle s'avança vers le juge. Elle n'est pas la dette. Elle est la sentence. Moi, je suis l'erreur. Prenez-moi. Adama hurla. Mais l'eau se referma sur Neya. Une lumière aveuglante jaillit. Puis le silence. Elle se réveilla, seule, sur le rivage. Le coquillage dans sa main était froid. Cassé. Sans battement. La mer, paisible, semblait l'avoir oublié. Elle se leva. Et sur sa peau, une marque nouvelle, dessinée d'écume blanche, le symbole du pardon. Le soleil cognait fort sur les rives d'Ogoudou, mais Adama grelottait. Les grains de sable collaient à sa peau salée tandis qu'elle avançait, titubant, le coquillage brisé dans la main. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle marchait. La marée était descendue, laissant des algues, des débris, une empreinte de pied, minuscule, tournée vers la mer. Neya. Un vertige la frappa. Le souvenir de l'eau, du tribunal, du sacrifice, tout semblait flou, comme rêvé. Pourtant, la marque blanche sur son épaule était bien là, lumineuse, vivante. Elle pulsa doucement. À chaque pulsation, un mot vibrait dans son esprit. Souviens-toi. Elle regagna la villa, les pas lourds, la tête pleine de silence. Tout semblait figé, comme si le monde retenait sa respiration. Le ciel avait perdu ses teintes. Même les bruits du vent semblaient reculer, lointains. Pourtant, en entrant, une odeur familière monta à ses narines, l'encens de rose noire que sa mère n'utilisait que lors des rituels familiaux. Mais sa mère était morte depuis 34 ans. Elle entra dans le salon. Et là, dans le fauteuil d'osier au fond de la pièce, sa mère l'attendait. Pas une vision. Pas un fantôme. Mais une femme de chair, de larmes et de rides. Plus âgée qu'elle ne l'avait jamais vue sur les photos. Plus réelle qu'elle n'osait le croire. « Maman ?» »« Oui, » dit-elle calmement. « Tu m'as appelé. » Adama tomba à genoux, incapable de parler. Sa mère la fixa avec tendresse, puis soupira. « Tu n'aurais jamais dû porter seule cette histoire. Le mensonge était le mien, pas le tien. Tu n'étais pas morte ? J'ai fui. Protégée par l'eau, par la promesse non tenue. Le conseil voulait me punir, mais le pacte m'a rendue invisible. » Adama sentit une colère sourdre en elle. « Tu as laissé ton mari me faire passer pour une erreur. Tu as laissé le monde croire que j'étais stérile alors que je portais la mémoire d'un frère noyé. Parce que je n'avais pas le droit d'aimer les deux. » Sa mère se leva, et posa sa main sur la marque d'écume. « Mais aujourd'hui, tout change. Tu as brisé l'oubli. Tu as accepté de perdre pour comprendre. C'est plus que ce que j'ai jamais eu le courage de faire. » Un battement sourd ébranla les murs. Puis un autre. Plus fort. La mer, pourtant lointaine, se mit à mugir. Adama courut à la fenêtre. Un mur d'eau s'approchait. Non pas une vague. Un raz-de-marée dressé comme un géant, avançant droit vers la villa. « Ils reviennent, » dit sa mère. Le sacrifice n'a pas suffi. Le tribunal est divisé. Une faction estime que la dette n'est pas close. Adama tourna les yeux vers le portrait de Zaki, son père. Le regard dur, figé dans la toile. Alors c'est lui qu'ils veulent ? Oui. Mais son âme est prisonnière dans un talisman. S'ils ne peuvent le juger, c'est toi qu'ils prendront à sa place. Elle arracha une clé de son collier et l'offrit à Adama. La cave. Derrière la bibliothèque. Tu trouveras ce que ton père a voulu cacher jusqu'à sa mort. Le fragment de lui que le conseil réclame. Adama descendit. Les escaliers menaient à une crypte secrète. À l'intérieur, une fresque murale représentait un homme debout au-dessus d'une mer fendue. Dans un coffre de pierre, un bocal scellé, contenant une lueur tourbillonnante. Elle comprit. L'âme de son père. Capturée. Vivante. Enchaînée à l'eau. Elle leva le bocal. Et dans un murmure à peine audible, une voix s'échappa. « Adama, je suis désolée. » Trop tard. Le raz-de-marée frappa. Mais au lieu de tout engloutir, l'eau s'arrêta. Figea. Suspendue dans les airs comme une cloche de verre. Une voix parla, venue de tous les côtés à la fois.
Dernière audience. Si tu veux sauver ton monde, offre la mémoire interdite. Adama comprit. Pas un sacrifice. Une révélation. Elle remonta, le bocal entre les mains, et sortit à l'air libre. Et là, devant la mer figée, elle s'adressa au ciel. Je suis l'héritière du pacte, la fille du mensonge et la mère de la perte. Mais je rends la mémoire de celui qui a fui. Que son âme soit jugée. Pas la mienne. Elle jeta le bocal. Il éclata sur les rochers. Un éclair. Une détonation. Et la mer se retira. Le bocal éclaté s'était dissous dans l'air comme une bulle de savon au soleil. La lumière qu'il contenait, d'abord prisonnière, jaillit en spirale vers le ciel, traçant une ligne de feu pâle dans les nuages. La mer, suspendue comme un monstre dompté, retomba doucement, sans fracas, laissant derrière elle une plage nue, et un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Adama restait debout, main vide, le souffle suspendu. Son cœur battait au rythme de la lumière disparue. C'était terminé, croyait-elle. Elle avait donné l'âme de son père. L'échange était accompli. Mais le silence persistait. Puis une voix fendue par l'eau jaillit dans sa tête. Le jugement n'est pas achevé. Car ce n'était pas un père que tu as libéré, mais un roi déchu. La terre trembla sous ses pieds. Au sommet de la colline, l'ancienne statue du fondateur de Nkokonib, oubliée depuis des années, éclata en 1000 morceaux. Sous la pierre, un sarcophage scellé à l'or noir apparut. Et soudain, la mémoire collective de la ville sembla chanceler. Les cloches des églises sonnèrent sans qu'aucune main ne les touche. Les écrans s'éteignirent. Les enfants s'immobilisèrent, les yeux tournés vers la colline. Et dans l'esprit d'Adama, un flot de souvenirs qu'elle n'avait jamais vécu se déversa. Elle vit Zaki Nzeok couronné d'algues, assis sur un trône taillé dans une roche corallienne. Il régnait sur un royaume oublié, un peuple marin, fait de sel et de chair, ayant juré de ne jamais s'unir aux vivants. Mais Zaki, humain, avait charmé l'une des prêtresses des eaux. De leur union naquirent des jumeaux maudits par les lois de l'équilibre, un fils destiné à mourir, une fille à survivre. Adama. Elle comprit, son père n'avait pas seulement trahi le pacte pour sauver sa lignée. Il avait tenté de fonder une dynastie hybride, de régner sur terre et sur mer. Le juge d'écume avait vu juste. Ce n'était pas une dette, c'était une guerre suspendue par une promesse. Et désormais, avec l'âme libérée, le roi déchu revenait. Le ciel se déchira. Un immense tourbillon d'eau et de lumière apparut au-dessus de la ville. Au centre, une silhouette descendait lentement, Taki, vêtue d'un manteau d'écaille, les yeux sans pupilles, la voix qui portait sur toutes les fréquences. « Ma fille. Tu m'as ramenée. Je savais que le sang me reconnaîtrait. » Adama recula, le souffle court. « Tu n'étais qu'un souvenir. Tu n'es plus rien. Je suis tout ce que tu refuses d'être. Le lien entre les royaumes. L'héritier légitime du double trône. » Derrière lui, des silhouettes apparaissaient, les éveillés des abysses, anciens guerriers d'eau, oubliés depuis l'engloutissement d'Ikao. Mais alors, un chant s'éleva. Doux. Strié de souffrance et d'espoir mêlés. Neya. Elle était là. Nue, transparente, plus sirène que jamais. Mais vivante. Tu n'es pas roi, dit-elle. Tu es un traître. Et moi, je suis la clé. Adama la rejoignit. Ensemble, mère et fille dressèrent les bras. Et la marque d'écume d'Adama s'illumina. Un rayon d'eau pure jaillit de sa paume, touchant le front de Zaki. Il hurla. Le trône d'algues se fissura dans le ciel. Les éveillés disparurent comme du brouillard sous le soleil. Et le corps du roi déchu se désintégra en sable noir, emporté par le vent. La mer s'inclina. Et toute la ville, debout sur les hauteurs, vit cette femme et cet enfant tenant la mer en silence. La rumeur s'éleva, la stérile émère de l'eau. Le calme qui suivit la disparition du roi déchu n'était pas une paix, mais une attente suspendue, fragile, comme le souffle qu'on retient avant la vérité. Sur les hauteurs d'Ogoudou, la foule s'était massée, témoin d'un miracle qu'aucune religion n'avait su prédire. Adama tenait Neya par la main, leur silhouette baignée de lumière aqueuse. Mais quelque chose clochait. La mer, pourtant soumise,
restait agité. Le vent sifflait un avertissement. Et dans le regard de Neya, une absence. « Tu m'as sauvé », dit-elle doucement. « Oui. Nous sommes libres. »« Pas moi. » Adama se figea. « Qu'est-ce que tu dis ? Je ne suis pas revenue entière. Une partie de moi est restée, prisonnière dans le reflet. » Elle leva un doigt tremblant vers une flaque d'eau au sol. Sa surface vibrait, comme un miroir vivant. Une autre Neya y flottait, les yeux fermés, figée dans l'éclat gelé d'un souvenir. Elle est restée dans le monde d'en dessous, là où ton sacrifice a fissuré les lois. La flaque se mit à bouillonner. Des voix remontèrent, pas humaines, pas marines, autre chose. Le reflet. Une dimension oubliée, née des pactes violés, des promesses tues. Une prison pour les fragments d'âme. Le sol se fondit. L'eau devint un vortex. Et la vraie menace émergea enfin. Pas Zaki. Mais ce que Zaki avait éveillé, le miroir vivant, entité sans visage, faite de tous les pactes brisés, de tous les noms effacés. Il n'avait pas de corps, mais chaque visage trahi était un masque dans sa peau. Et au centre, celui d'Adama enfant, pleurant dans les bras d'une mère absente. Tu as rendu le roi. Mais tu n'as jamais demandé pardon à l'enfant que tu étais. Adama chancela. Le miroir se dressa devant elle. Je ne savais pas. C'est pourquoi tu dois plonger. Et sans avertir, Neya la poussa doucement dans la flaque. Adama chuta. Elle tomba dans un corridor d'eau inversé, où tout ce qu'elle avait refoulé la regardait, ses fausses prières, son rire étouffé, ses rêves non dits. Elle croisa des versions d'elle-même, une mère comblée, une épouse en fuite, une enfant jamais née. Puis, au fond, dans un trône brisé, l'enfant en elle. Celle qui n'avait jamais été bercée. Celle qui avait porté le silence comme un héritage. Pardonne-moi, souffla Adama. L'enfant leva les yeux. Et sourit. Un éclat de lumière brisa l'eau. Adama jaillit du vortex, haletante. Neya l'attendait, une dernière larme à l'œil. Maintenant, je suis complète. Et doucement, elle se désintégra. Pas en poussière. En lumière. Un éclat pur qui entra dans le ventre d'Adama, et y resta. Elle posa la main sur son ventre. Il battait. Un cœur. Un vrai. Et pour la première fois, ce n'était ni un miracle ni un pacte. Juste, la vie. 8 mois plus tard, dans une clinique paisible de Nkokonib, Adama donna naissance à une fille. Aucune cérémonie. Aucun tambour. Juste le cri d'un bébé. Elle l'appela Neya, encore. Et sur sa peau, aucune écaille. Aucune marque. Juste 2 yeux vastes comme l'océan. Et dans le reflet du miroir de la maternité, le silence. Mais pas le vide. Le reflet ne réclamait plus rien. Il écoutait. Et chers spectateurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous avez été happés par le destin bouleversant d'Adama et le mystère du pacte interdit. Et ce n'est que le début de ce voyage dans l'univers des contes africains modernes à rebondissement. Alors maintenant, on vous pose la parole. Dites-nous en commentaire. Quelle scène vous a le plus choqué ? Pensez-vous que Neya est vraiment partie, ou reviendra-t-elle ? Et vous, auriez-vous été capable de rompre un pacte ancien, même au prix de votre famille ? Avez-vous repéré les messages cachés dans les réflexions du miroir ? Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires en épisodes. Des adaptations en mini-films. Les coulisses de création d'univers comme Nkokonib. Des contes africains réinventés avec des thèmes puissants et actuels. Cliquez sur la cloche pour être averti à chaque nouvel épisode. Likez si vous avez aimé ce format. Partagez avec vos amis amateurs de thrillers mystiques et de récits profonds. Et si le prochain pacte oublié vous concernait, que feriez-vous ? On lit vos réponses. À très vite dans une nouvelle légende.